Bonsoir à tous, bienvenue au live meeting d'Indrani. Goedenavond iedereen, welkom op deze live meeting van Indrani. Nous sommes ici en présence de Philippe et Jessica, que je présenterai dans un instant. We zijn hier in aanwezigheid van de twee oprichters van Indrani Groep, Philippe en Jessica, die ik binnen een aantal seconden ga presenteren. Ik wil gewoon vermelden dat deze presentatie grotendeels in het Frans zal gebeuren. Wel kunnen natuurlijk alle opmerkingen en vragen in het Nederlands, Frans, Engels gesteld worden. Dat is natuurlijk geen probleem. Voilà, je continuerai en français. La présentation se fera surtout en français, mais n'hésitez pas à poser vos questions ou faire vos remarques dans la langue de votre choix. Comme je le disais, je suis ici en présence de Philippe Brouwerman et Jessica Ennis, qui sont les cofondateurs de Indrani Group et du lieu Indrani. Ils vont prendre la parole dans un instant. Je vais profiter de cet instant où certaines personnes sont en train de se connecter pour rapidement vous présenter l'outil Livestorm, s'il n'est pas encore connu de tous, évidemment. Alors, c'est un outil assez simple où vous avez en bas de votre écran, à droite ou à gauche, en fonction de votre ordinateur, différents onglets. Vous avez l'onglet Chat. Dans l'onglet Chat, vous pouvez discuter, nous souhaiter bonsoir, nous dire ce que vous pensez si vous le souhaitez. Si vous avez des questions pendant la présentation, surtout posez-les pendant la discussion ou après, mais posez-les dans l'onglet questions que vous retrouverez donc juste à côté de chat. Ça nous permet de rassembler toutes les questions au même endroit et vous avez la possibilité de voter pour une question que vous trouvez pertinente ou vous aurez peut-être la même question. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Ik leg even uit hoe Livestorm werkt voor deze die het niet zouden kennen. Op Livestorm zijn er twee belangrijke tabbladen, rechts of linker onder uw scherm. Dus u hebt een chat-tabblad waarin u natuurlijk met ons kunt spreken of met de andere deelnemers aan deze live-meeting. En u hebt een vragentabblad daarnaast, waar u al uw vragen kunt stellen. Stel ze gerust natuurlijk, maar stel ze in het vragentabblad. U hebt ook de mogelijkheid om voor een vraag te stemmen. Zou u de vraag interessant vinden bijvoorbeeld? Had u dezelfde vraag? Dit kan natuurlijk ook gebeuren. Voilà, je vais continuer en français à présent. Alors, cette soirée va se dérouler d'une manière peut-être un peu différente d'un live meeting classique pour ceux qui ont déjà suivi un live meeting. C'est-à-dire qu'on va échanger à propos d'Indrani sous un format de 10 questions. Je vais poser 10 questions à Philippe et Jessica. Ça permet d'aborder différents aspects de Indrani sur la levée de fonds et d'aborder donc tous ces aspects. Comme je le disais, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Si jamais la question est d'ailleurs tout à fait en lien avec la question qui est posée à Philippe, on la répondra éventuellement en direct. Sinon, on y répondra après. On prévoit encore un temps de questions-réponses à la fin ou d'échanges informels si vous le souhaitez aussi, évidemment. Alors enfin, avant de commencer, je rappellerai simplement les conditions de cette offre d'investissement. Donc ici, il s'agit d'une offre d'investissement en obligation, donc c'est un produit de dette, de 10% brut par an sur 7 ans, avec un remboursement du capital annuel avec un an de différé, donc ça veut dire que le capital sera remboursé à partir de l'année 2. Je vous partage d'emblée le lien de la levée de fonds pour ceux qui ne l'auraient plus. Et nous allons commencer ici dans un instant. Je vais mettre la présentation en grand. Philippe et Jessica, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Prêt. Super, merci beaucoup. Mais avant de commencer, éventuellement, je ne sais pas si vous vouliez dire un petit mot, je m'excuse, j'ai parlé. Est-ce que vous souhaitez vous présenter ou dire quelque chose avant de commencer ces questions? Oui, je me présente, je suis Jessica Ennis, je suis la femme de Philippe. Et ensemble, nous avons créé ce projet, Indrani Lodge, et de ce qu'on va parler ce soir.
Ça, c'est mon épouse. Moi, je suis Philippe, je suis le mari de Jessica. Et donc, on est le promoteur de ce projet qu'on développe avec une équipe d'une 30aine de personnes pour le moment. Donc, on est enchanté d'être là de nouveau avec Lita ce soir. Oui. Merci. Je vais mettre la présentation en grand, comme on avait discuté, et on va de ce pas enchaîner avec les questions. Et comme je le disais au public, n'hésitez pas à envoyer les vôtres, évidemment. Alors, Philippe, je te laisse la main pour aller d'un slide à l'autre, évidemment. Tout d'abord, quel défi de société voulez-vous relever, que Indrani souhaite relever? Donc, au sens très large, le premier défi de société qu'on s'est posé, il s'est posé quand on a voulu sauver le lieu. Moi, j'habite ici depuis une 30aine d'années et il y a une ferme en face dont les fermiers sont morts et on a eu l'opportunité on nous a demandé de voir s'il y avait moyen de faire ce qu'on avait fait ici, c'est-à-dire sauver et rénover un lieu de manière durable. Et dans cette équation, c'est le plus grand challenge, ça a été de créer, de développer un concept qui est de bien vivre dans un village rural qui est pas très loin de Bruxelles, qui est au cœur du Brabant wallon, mais de le faire totalement durablement. Et l'équation a mené à développer un projet mixte où il y avait une partie de résidentiel pour lequel on a fait une première levée de fonds avec Lita qui a très très bien marché. Donc on est très content de refaire cet exercice ici avec la partie opérationnelle du projet, qui est de développer un centre circulaire, durable, rentable, qui comprend ce qu'on va vous développer pendant les questions qui vont arriver. Et de faire concilier tout cela avec le patrimoine. Le lieu est classé, le village a des parties classées, le site global est classé, on est en partie agricole, on est en partie rurale, on est en partie en habitation. Donc vraiment de concilier toute cette balance dans un petit village, développer un modèle d'intégration humaine dans ce village et pour arriver à faire le produit qu'on veut faire, développer un petit centre hôtelier, un petit centre agroécologique et un petit centre de développement de la nourriture et d'un laboratoire de la gastronomie durable de demain. Donc ça, c'est le défi qu'on veut relever, qui mène à bien vivre dans un monde durable. Et on a suivi un guide qui est celui des objectifs de développement durable des Nations Unies. Il y en a 19, il y en a 7 qui sont très pertinents pour nous et qui nous guident au quotidien, parce que l'ambition du lieu, c'est d'être un laboratoire de mise en œuvre d'un ensemble de ces SDG. Souvent, les projets qui suivent des SDG sont des projets qui sont plus verticaux, dont l'intégration et le défi est dans un des SDG ou ODD. Nous, on a la particularité de devoir mettre en œuvre et de trouver une balance et une synchronicité entre beaucoup de choses. Ceux qui concernent véritablement le projet opérationnel au sens quotidien, c'est la bonne santé, le bien-être, c'est la gestion écologique de notre énergie et c'est la vie terrestre, tout ce que l'on fait au niveau de la ferme. Voilà. Merci. Alors, je vois qu'il y a une question qui est posée par Christophe concernant l'offre d'investissement. On y viendra après, en fin de levée de fonds, Christophe. Ce sera plus opportun à ce moment-là, mais donc merci pour cette première question. Alors, mais je vais d'emblée du coup continuer sur la deuxième question. Il y a ce défi que vous souhaitez relever. Vous avez mis en place un laboratoire de mise en œuvre concrète. Et donc, quelle est votre proposition chez Indrani pour y répondre ? C'est moi qui va répondre à ça. En fait, notre proposition, pour nous, c'est très clair, c'est vraiment manifester notre mission. Et Philippe a un peu parlé de ça, mais notre mission ici à Indrani, on a résumé ça dans cette idée de bien vivre dans un monde durable. Et pour faire ça, je fais ça dans deux parties. Bien vivre, c'est vraiment faire un écosystème circulaire intégré, qui compris un hôtel écologique haut de gamme. Bien sûr, quand on dit haut de gamme, c'est un peu dans notre idée de haut de gamme. C'est pas avoir les frigos dans les chambres qui consomment énormément d'énergie, mais avoir un lieu vraiment écologique qui est pas ostentatoire, mais une luxe dans le temps et l'espace et les bonnes qualités des produits. Lié à ça, on a aussi bien vivre. Pour nous, c'est super important d'avoir
un produit bien-être, un centre de retraite de yoga où les gens peuvent venir pour se ressourcer, pour se reposer et rencontrer les autres gens, avoir un centre de séminaire et de mise au vert qui est sans carbone, neutre en carbone. Et une autre partie de notre idée de bien vivre, c'est notre ferme en permaculture, aussi une pionnière pour nous en agroécologie. Ça veut dire que notre ferme aussi, c'est vraiment très proche lié à notre produit restauration, qui est vraiment une expérience potager à l'assiette. C'est vraiment un circuit ultra courte entre notre ferme et notre proposition de nourriture ici à Indrani. Et parfois, bien vivre, c'est juste aller nager dans une piscine intérieure bien chauffée, mais écologiquement. En plus, quand on parle de cette partie dans un monde durable, notre mission, c'est vraiment d'avoir une faible empreinte carbone. Ça veut dire, dans le long terme, neutre et même négatif si possible. On travaille beaucoup avec la biodiversité ici à Indrani et on utilise même la biodiversité sauvage. C'est pas juste ce qu'on plante et ce qu'on fait, mais vraiment ce qui est autour de nous qu'on peut incorporer dans notre produit. En plus, on a créé une centrale biomasse avec une coopérative. On va parler de ça un peu plus tard. On utilise beaucoup d'énergie solaire, toujours dans cette optique durabilité. Et important pour nous aussi, c'est de devenir un acteur clé dans notre quartier, qui est vraiment faire revivre cet quartier, réunir les gens autour de notre projet. C'est tout pour cette question. Merci. Et on reviendra d'ailleurs sur cet aspect vie de quartier également, qui n'est pas toujours le cas pour des centres d'entreprise ou des hôtels, par exemple, qui s'implanteraient X ou Y endroit. Donc, c'est un aspect assez intéressant de Indrani dans son ensemble et pas juste Indrani Lodge. Alors, j'aimerais bien pouvoir parcourir avec vous quelques chiffres que vous avez préparés pour justement découvrir cet impact dont on parle et toute cette proposition et comment est-ce qu'on répond et comment vous avez jusqu'ici répondu à ce défi au travers de quelques chiffres. Merci déjà. Super. Moi aussi, je vais commencer avec ça. Si on voit Indrani en tant que chiffre, on a vraiment un petit village ici, mais on a 23 employés à Indrani. En plus de ça, on a une bonne dizaine de profs de yoga et masseurs indépendantes qui travaillent ici. On a presque 1200 élèves de yoga inscrits sur notre plateforme. Aussi, pour un petit village, on trouve ça, c'est pas mal d'avoir ça. On a plus de 100 cours de yoga par mois. Et quand on parle de notre ferme, presque 75% de notre produit du restaurant proviennent de notre potager. Bien sûr, c'est en moyen parce que en hiver, il y a beaucoup moins et en hiver, parfois même plus que ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille vraiment, ça tient au cœur de vraiment exploiter notre ferme à permaculture pour fournir notre restaurant. Philippe a parlé un peu d'électricité. De l'énergie au sens large. Donc ça, c'est des chiffres qui se réfèrent à notre situation actuelle. Je viens de regarder, on a un petit outil qui permet de voir en temps réel. On est à 1089 mégawatts économisés jusqu'à maintenant. On a 160 panneaux solaires qui produisent de l'électricité, on a 30 kWh de batterie et on a des routines d'optimisation qui fait qu'on gère et on réduit l'utilisation d'énergie dans le complexe au sens large. Ça représente en temps réel 392 tonnes, 0,12 de CO2 économisé, donc ça c'est vraiment là à l'instant. Et pour vous donner une idée de ce que ce 392 tonnes de CO2 représente, c'est 3267 645 km d'une voiture moyenne. Une voiture moyenne, c'est une voiture qui consomme environ 6 litres au 100. Donc c'est énorme, 3267 km quand on réfléchit. On a fait le calcul que ça veut dire si tu fais
1600 trajets entre ici, aller-retour jusqu'à la montagne, le sud de France, par exemple. Ça, c'est égal à cet nombre de kilomètres. Donc, on a économisé 1600 trajets de aller-retour entre Bruxelles, Saint-Tropez ou Bruxelles et la montagne. Et alors, c'est en termes de chiffre d'affaires, on sera un peu plus de 55% de croissance entre 2022 et 2023. On est le 10 janvier, on n'a évidemment pas encore une compta qui est précise, mais c'est l'ordre de grandeur entre 56 et 57%. Mhm. Et on reviendra de toute façon sur les chiffres historiques et les prévisionnels, évidemment, en fin de présentation. Je voulais éventuellement vous demander, ça permet de mettre un petit peu en rapport les chiffres que vous amenez. Quelle est la taille de la population de Loupoigne? Et Loupoigne étant le village à côté de Genappe où se situe Indrani. Ça permet d'avoir une idée du nombre de personnes qui travaillent à Indrani par rapport au lieu. Oui, on est donc Loupoigne, c'est un village de 1500, 1600 habitants et Genappe, c'est une commune aujourd'hui à 16 000 citoyens. On rigole souvent, mais quand on dit qu'on a 1100 ou maintenant presque 1200 élèves on rajoute 45 élèves de yoga par mois pour le moment. Donc c'est de nouveau très très bien en continuation de croissance. Ce serait l'équivalent à San Francisco d'avoir 1,5 million d'élèves de yoga. Donc c'est pas mal comme achievement par rapport, disons, à la population de la taille du village. Tout à fait, et puis le nombre de personnes qui sont employées, qui viennent de proche ou de plus loin, mais ça permet une certaine dynamique également. Pour rassembler un petit peu tout ça, est-ce qu'on peut éventuellement parcourir votre proposition de valeur pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit ici avant de continuer? Moi, je peux répondre à ça aussi. Notre proposition de valeur ici, c'est vraiment... Avant tout, c'est réduire notre empreinte carbone. Vraiment avoir une empreinte neutre et même négative, que j'ai dit avant. Et c'est aussi pour les gens qui viennent ici, c'est ne pas augmenter votre empreinte carbone en venant rester à Indrani Lodge. Surtout pas ça. On veut aussi avoir, notre proposition aussi également, c'est que les gens qui viennent ici, ils consomment dans une manière beaucoup plus verte, écologique, responsable, soutenable, durable, proche et propre. C'est une partie de notre proposition. On va avoir un lieu ouvert, intégré dans le quartier, avec les habitantes qui sont impliquées, qui viennent ici pour se ressourcer et faire partie de quelque chose. On met en avant aussi cette proposition de circuit ultra courte. On ne va pas avoir... Oui, en fait, c'est ça. Circuit ultra court. Termine la phrase ici. Comme ça, on peut passer à la prochaine question. Tout est dit dans ces 3 mots qui le résument bien. Est-ce que je peux éventuellement, pour continuer sur cette empreinte carbone qui est un aspect quand même assez important d'Indrani, on a souvent des lieux ou des marques qui annoncent, voilà, nous sommes neutres en carbone. Comment est fait ce calcul chez Indrani? Comment est-ce qu'on peut annoncer être neutre en carbone? Okay. Je pose ça un peu de but en blanc, moi je sais que c'est ton dada, Philippe. Donc, oui, c'est plus pour moi. Alors, on l'annonce pas, donc on dit qu'on essaye de l'être et qu'on ne le mesure pas encore, mais qu'on pense qu'on est, pour le moment, on est légèrement positif. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce légèrement positif? Donc, il faut un peu regarder en détail, revenir peut-être à la slide 3 avec les chiffres. Donc, on a nos 160 panneaux solaires qui produisent pour le moment l'électricité pour Indrani, la partie hôtellerie, et la partie restauration. Et puis on a la batterie. Cette batterie, par exemple, hier, Ores est venu faire des travaux pour accommoder l'extension de la biomasse que l'on prévoit sur les 7 maisons de l'autre côté de la place. Et ils ont coupé l'électricité du quartier pendant 3 heures. Et pendant 3 heures, nous, on a reconfiguré l'entièreté de notre
installation électrique et on a eu 3 secondes de coupure pour passer d'une configuration à l'autre dans la gestion de nos batteries. Donc tous ces aspects-là de la gestion énergétique nous permettent, d'avoir un bureau d'études, de calculer le nombre de kilowattheures produits, le nombre de kilowattheures consommés et de regarder sur une base annuelle. Alors en été, le compteur tourne à l'envers, en hiver, le compteur tourne à l'endroit. Donc on essaye de voir sur la base annuelle de ce que l'on économise par la biomasse, de ce que l'on économise par la géothermie, de ce que l'on économise par les batteries et l'électricité. Aujourd'hui, je pense qu'on est encore légèrement négatif, dans le mauvais sens carbone, sur l'ensemble du projet. Et ça vient entre autres du fait qu'on continue d'optimiser des aspects de la restauration. Donc un restaurant comme celui qu'on a, ça consomme partout 400 kilowatts. Et chez nous, on l'a contraint fortement. C'est une contrainte pour le chef qui opère dans le restaurant. Et on est toujours occupé à mettre au point cette installation de manière à consommer environ 90 kilowatts dans cette installation. Donc une fois qu'on aura tout ça, on espère pouvoir trouver une méthode qui intègre le tout dans un système de mesure et d'arriver avec un chiffre. Tant qu'on l'a pas, on va être prudent, mais disons les calculs qu'on fait, c'est qu'on est proche du point neutre et qu'avec les améliorations que ce financement devrait nous permettre, on devrait faire encore 10% plus ou moins d'économie. Donc vraiment tout proche. Merci. Alors, sans plus tarder, on va continuer effectivement vers une description de vos clients existants et vos potentiels clients aussi. Quelles sont les idées pour les années à venir? Alors normalement c'est elle qui est en charge du marketing, mais c'est moi qui vais répondre aux clients existants. Donc on adresse 2 cibles. On adresse une cible B2B, donc le business à business, et on adresse une cible vers les consommateurs directs. Donc si on regarde le B2B, ça n'a pas du tout d'importance que la taille de l'entreprise qui vient chez nous. C'est plutôt notre contrainte et notre choix de se limiter à des événements de taille humaine. Le sweet spot pour nous, c'est environ 20-25 personnes maximum. Alors on a parfois débordé et on fait de très petits événements aussi pour lesquels on est très bon. Donc pour les indépendants, pour les personnes en charge d'une organisation d'événements, venir organiser ça ici, on est très bon. Et pour ces gens-là, qu'est-ce qu'on offre? On offre toute une gamme de produits qui vont de petites salles de séminaires avec beaucoup de services personnalisés. Ça peut être pour des meetings, ça peut être pour des avocats ou des entreprises qui viennent faire un closing. Ça peut être de plus en plus de demandes pour des business lunch. On reverra dans les chiffres qu'on a très très bien réussi l'année passée. On a fait 210% de croissance en séminaire. Donc ça, c'est vraiment des entreprises qui viennent, qui se mettent au vert, qui organisent des réunions de travail. Dans la partie directe vers les consommateurs, donc on a 2 types de consommateurs qui ont un profil totalement différent. On a les habitants de Genappe et du Brabant wallon aux alentours. Le Brabant wallon, c'est un lieu privilégié, et donc on a des habitants qui ont un fort pouvoir d'achat et qui peuvent venir souvent au yoga, au massage, au restaurant, au bar, etc. Donc le yoga, c'est une des premières activités qu'on a commencé à développer en ouvrant. Donc ça, maintenant on a atteint un stade de développement linéaire qui fonctionne très bien. Par exemple, quand on annonce des ateliers sur notre plateforme d'Instagram, en un jour, on les vend maintenant. Donc ça, c'est vraiment les habitants locaux et 10 kilomètres aux alentours. Les massages, on a commencé ça l'année passée et on est en phase d'expansion. Le restaurant, on a 2 produits. On a le restaurant qui est le restaurant gastronomique et le restaurant qui est plus cantine-bar, qu'on offre plus aux locaux. Et alors, il y a toutes les activités dont les locaux sont friands. Ça peut être pour eux, ça peut être pour des femmes. On développe fort depuis prénatal jusque postnatal pour le moment. Et on a beaucoup d'ateliers en plus cette année dans ce domaine-là. Mais c'est vraiment targeté sur les habitants et 10 kilomètres. Et puis, on a le deuxième groupe B2C qui représente les gens qui viennent ici dans un produit de week-end où ils viennent en couple, en amoureux, manger, dormir, faire un massage. C'est les Belges qui voyagent. Ce sont les voyageurs un peu au-delà de la Belgique qui font une étape. C'est les voyages qui passent donc par chez nous. Et alors, on développe les réunions familiales avec ou sans logement. Il y a juste un tout petit extra sur le slow travel. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on croit. On charge les voitures électriques et on charge les vélos électriques. Donc, de plus en plus, on démarche les portails de slow travel. Si on regarde un peu ce que ça veut dire, ça, ce sont des clients existants et c'est que l'existence aussi. C'est des clients qui nous ont fait confiance et qui reviennent.
Demain, par exemple, on a le comité de direction de Béobank qui se réunit. Les directions régionales de Béobank ont signé avec nous un contrat cadre. On va faire une vingtaine de séminaires Béobank sur l'année qui sont bookés depuis une semaine. Donc ça, c'est des très bonnes nouvelles. Et puis, on a également la partie plus consumer, donc le lieu qui est reconnu pour sa qualité, que ce soit sur Google, qui est très grand public. On a la chance d'être sur Tablette, qui est un répertoire d'hôtels qui appartient à Michelin. On a une très bonne note sur Booking.com, de nouveau très très grand public, ou sur TripAdvisor, très très grand public. Et alors, quand on regarde la nature des commentaires, on a eu des commentaires sur le restaurant, le meilleur restaurant à des kilomètres à la ronde, et on a eu des commentaires sur la convivialité de l'équipe, qui pour nous est très importante. C'est la qualité de l'accueil, la qualité de la relation et de l'espace humain. Merci. C'est très complet comme toujours. Pour continuer justement sur la convivialité et sur l'humain et les échanges qui, je pense, pour Indrani sont un aspect clé. Comment est-ce que vous vous êtes implanté maintenant depuis 30 ans, mais vos activités se développent depuis quelques années. Comment est-ce que vous êtes implanté dans le lieu, dans le quartier, dans un village qui n'est pas si grand et dans l'écosystème Genappien et du Brabant wallon? Oui, en fait, comme vous avez dit, pour nous, c'est important cette idée d'avoir un lien avec le quartier. Et quand on a commencé ce projet, c'était super important pour nous de ne pas être une bulle de luxe au milieu de nulle part, que tout le monde se sent exclu et que personne n'a trop peur de venir parce que c'est vraiment une chose de luxe à part. On ne voulait pas avoir ça. Et en plus, même à part de ça, on vit déjà dans une société qui est plus en plus avec les gens isolés et sans les liens de communauté qui est pas très forte en fait. Et ce qu'on voulait faire ici, c'est vraiment avoir un lieu qui n'est pas comme ça. Et dans notre expérience avec ce projet, on est vraiment devenu pour une centre de rencontre pour le voisinage. S'il vient pour participer dans notre centre de yoga, comme on a dit, on a déjà beaucoup d'élèves sur notre plateforme. Les gens ils viennent tous les jours, quotidiennement ici, pour se rencontrer, pour se reposer, pour faire du yoga avec nous, pour participer dans nos ateliers, pour prendre quelque chose pour venir à notre brunch, pour faire nos slow day les dimanches. Et ça, pour nous, ça nous fait chaud au cœur qu'on a vraiment point de rencontre pour les gens d'ici. Ce on espère aussi qu'on apprend aux gens ici dans la manière vraiment coopérative de apprendre comment vivre dans une manière plus écologique et plus soutenable. Et c'est aussi une invitation de consommer dans une manière plus locale, plus propre. On mettre vraiment en avant cette idée de circuit court ici. Et ce qu'on a fait qui peut-être un peu plus extravagant dans le question, c'est quoi l'influence sur le quartier. On a fait cette coopérative avec Green Deal qui fournissent le chauffage au voisinage. Et ça, c'est quand même quelque chose parce qu'on a eu trop de capacité dans notre installation et plutôt de garder pour nous, on a dit pourquoi on ne partage pas cette possibilité de chauffer les maisons de voisinage en plus. Et comme ça, on a débarqué sur cette voie aussi avec le quartier et j'espère que... Donc, on a en fait dans cette économie circulaire deux cercles. On a le cercle interne où, comme on l'a expliqué, on a ce laboratoire de l'agroéconomie qui fait la production, qui est la ferme, et on a la transformation dans
l'équipe de cuisine. Donc ça, c'est une relation qui est à la fois elle est circulaire, mais elle est aussi intégrée, et elle est très 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 courte, elle fait 150 mètres. Et puis si on étend sur la partie nourriture ou sur la partie emploi et nourriture, l'idée c'est de travailler avec des fournisseurs les plus proches possibles, que ce soit en travaillant avec la ville de Genappe pour son CPS pour intégrer des articles 60, que ce soit avec des producteurs le plus souvent. Alors nous on regarde pas s'ils ont une certification bio, mais on regarde les produits qui sont faits de manière éthique, de manière durable et de manière la plus écologique possible. Donc la boucherie Simon et la ferme de la Baillerie correspondent parfaitement à cet exemple-là. Et alors on est dans le procédé de changer de fournisseur grossiste ce vendredi-ci. Donc dans 2 jours, on aura notre première livraison de Délit Bio, qui est un grossiste généraliste qui se trouve à Nivelles et qui est vraiment le plus proche possible pour faire ce qu'on ne produit pas nous-mêmes. Et alors, si on regarde la partie énergétique, c'est le même concept. Donc, le cercle, il est très proche et très circulaire. Donc, on a créé Green Deal. Green Deal est un opérateur de chaleur, donc comme l'a dit Jessica, qui offre la chaleur au voisinage dans une forme de coopérative citoyenne. C'est le seul opérateur de chaleur agréé en Belgique qui soit citoyen. Donc, on a fait toute la procédure d'agrégation, on a reçu l'agrégation. Et dans Green Deal, il y a 2 autres cofondateurs. Non, il y a un cofondateur qui est Be-Light, qui est OptiWatt, qui fait de la régulation énergétique et de l'optimisation. On a des projets de développement vraiment très, très à la pointe et très innovateurs d'intégrer ce qu'on n'a pas encore fait. Par exemple, la production de chaleur, de ce qui se fait dans la cuisine, avec ce qui se fait au sol, avec ce qui se fait dans le double flux, la météo, le système de réservation. Et de mettre tout ça dans une petite intelligence artificielle. Et tout ça, c'est avec les voisins qui sont sur le même réseau que nous. Donc, quand on dit vraiment influence sur le quartier, c'est de l'emploi, c'est de l'expertise. Chez OptiWatt, il y a 2 ingénieurs en plus qui ont travaillé sur notre projet. Chez Be-Light, c'est 3 personnes en plus maintenant qui travaillent sur notre projet. Donc, ça a vraiment un impact durable et local sur notre... excusez-moi, on est en réunion. L'autre côté. Excusez-nous, quelqu'un qui est venu nous interrompre. Quand je vous dis qu'on est la porte ouverte au voisinage, voilà la preuve la plus absolue. Voilà, je pense que c'est, je sais pas si tu auras des questions spécifiques sur ce sujet, mais je pense qu'on a développé l'impact sur le quartier comme ça. Oui, non, c'est très clair, et ce qui est, je trouve intéressant aussi, comme tu disais, c'est que c'est un laboratoire d'idées. En tout cas, c'était ce qui était ressorti de nos échanges, et dont je me souviens cet été qu'il y a des choses qui ont été mises en place chez Indrani qui n'étaient pas spécialement dans le savoir-faire et l'expertise des partenaires qui sont sur cette slide et qui maintenant l'est, et donc sert aussi de point de départ et de sensibilisation et laboratoire d'idées pour d'autres acteurs. Voilà, c'est simplement ce que je voulais rajouter. On est sur les 3 dernières questions ici pour cet échange, qui sont plutôt chiffrées et tournées vers l'avenir. Donc tout d'abord, ce serait intéressant d'avoir un petit retour sur vos chiffres historiques et un partage du prévisionnel du groupe. Et peut-être, Philippe, j'ajoute, ce serait peut-être intéressant, je pense que vous l'avez, simplement de rappeler l'organigramme du groupe, parce qu'en fait on parle tout le temps d'un groupe. Si tu pouvais simplement rappeler les 3-4 structures. Alors les structures, on en parle dans la question d'après, si tu veux bien. Oui, très bien aussi. Alors les chiffres, bien, on a terminé l'année 2023, donc on n'a pas encore une comptabilité 100% finie, ni sur nos revenus, parce qu'on a un mécanisme de revenus qui dépend de beaucoup de sources. On a une source qui vient de l'internet pour l'hôtellerie, on a une source qui est la restauration, qui est une caisse, et on a une source différente pour le yoga et pour le massage. Donc tous ces engins de booking et de gestion de revenus font qu'on a un peu de temps pour avoir un chiffre très très précis en consolidation. On est un peu au-dessus de ce qui est marqué ici. Décembre est probablement le meilleur mois qu'on ait jamais fait. On a très très bien vendu le réveillon, qui est la première fois qu'on le fait. On a eu un très très bon succès B2B sur l'année, donc comme je l'ai dit, 110% de croissance, et le programme bien-être a explosé l'année passée.
Donc ça, c'est en interne, on a passé la barre symbolique du million, mais qui inclut les intercos. Donc c'est un peu moins quand on regarde ce qui sera produit de manière bilantaire. Et ça représente entre 56 et 57% de croissance l'année passée. En 2022, on avait fait à peu près 100% de croissance sur l'ensemble par rapport à 2021, mais c'est tellement peu représentatif à cause des années Covid que je pense pas que ça vaille la peine d'aller plus loin en arrière. Et l'année 2023, ce qui était intéressant pour nous, c'est qu'on l'a fait avec une absence de trésorerie opérationnelle de croissance. Donc, on a vraiment géré au plus près tout le temps. Et en même temps, on a besoin de fonds de roulement qui a explosé, entre autres, à cause des activités B2B qui ont un besoin en fonds de roulement supérieur. Donc, si on regarde la projection de ça, l'année prochaine, c'est une croissance de 70%. Ça paraît plus qu'en 2020. C'est plus, objectivement, quand ça paraît pas, c'est plus qu'en 2023, mais c'est également avec plus de moyens dans ce plan. Donc, l'objectif de cette levée de fonds, c'est entre autres de nous donner la capacité d'implémenter ce qui doit encore être fait pour arriver à cette croissance-là. Donc ça, c'est 70%. Les deux choses qui sont importantes pour atteindre ces 70%, c'est de continuer le succès B2B. C'est 110% de croissance par rapport à l'année passée. L'année passée, on a fait plus de 200% de croissance par rapport à l'année d'avant. Quand on regarde le forecast qu'on a maintenant, on est là, on est très confiant par rapport à cet objectif. Et dans cet objectif, il y a également la capacité de notre cantine de fournir à l'équipe qui fournit le B2B et à tous ses clients qui vont venir en séminaire. Ça, c'est vraiment les deux focus pour l'année 23-24, enfin pour la croissance 23-24. Et puis, au niveau financement, c'est l'augmentation du besoin de fonds de roulement à plein de niveaux. Donc ça, c'est une hypothèse qui est imbriquée dans ce budget. Si on fait ça, on atteint les EBITDA positifs l'année prochaine pour la première fois, ce qui veut dire que l'hôtel, si on considère que l'hôtel il aura 4-5 ans, on est 1 an en avance par rapport à ce qu'on avait prévu et qu'on nous avait prévu de l'extérieur. Et le restaurant devrait également atteindre son point neutre l'année prochaine. Là, c'est un peu plus tard que ce qu'on avait prévu originellement, mais vraiment, ce sont des détails, quoi. Et alors, on a une bonne équipe de management dans laquelle on a fort confiance. On est occupé à mettre en place des procédés de management qui fonctionnent bien et qui marchent très bien avec l'équipe qu'on a maintenant. Merci. Simplement pour aller encore un peu plus dans le concret, tu disais voilà, on vise une croissance sur 2 aspects, le B2B et la cantine, donc la partie food. Quelles sont plus précisément les choses qui selon vous vont être mises en place pour justement obtenir cette croissance? Je vais parler un peu de ça, mais quand on parle des objectifs, Philippe, notre objectif c'est atteindre un EBITDA positif cette année, et ça c'est fait par pôle en fait. Dans tous les pôles, on a des actions à faire pour atteindre ça. Si on commence avec le parti vraiment hôtel Indrani, qui compris l'hôtel, le produit bien-être et le parti séminaire B2B, c'est vraiment de continuer. C'est une continuation du succès qu'on a eu dans la croissance de B2B l'année passée. Après, il y a des choses administratives qu'on doit faire aussi pour améliorer notre fonctionnement sur le niveau comptabilité, etc. Mais en plus, et ça nous fait super plaisir parce qu'on a une super bonne nouvelle récemment. C'est pas encore annoncé officiellement, mais on a reçu le clé verte. Et pour vous qui connaissez pas le clé verte, c'est on est content avec ça parce que c'est une label européen qui est destiné aux lieux qui accueillent les gens de grand public de toutes sortes. Ça peut être un centre médical, ça peut être un hôtel, ça peut être un centre commercial. Vraiment, un lieu qui accueille les gens de public peut avoir une clé verte. Mais le clé verte, c'est destiné pour les gens, pour les lieux qui répondent à plus que 900 critères dans l'écologie et la durabilité. Et c'est une liste assez stricte et assez complète. Et pour le moment, je pense qu'il y a 4000 lieux comme ça en Europe et que 80 en Wallonie. Et comme ça, pour nous, c'était vraiment confirmation pour nous qu'on est sur la bonne voie
dans cette idée de promouvoir la durabilité et avoir un projet soutenable. Ça, c'est une chose. Dans le parti nourriture food, ici, en 2024, on veut surtout focaliser le croissant sur notre cantine, petits éléments, qui s'appelle en fait la cantine de quartier. Ça, c'est un nouveau produit et pour nous, c'est une énorme possibilité de forte croissance dans ce produit. C'est pas juste... c'est surtout aussi pour soutenir le parti B2B en faisant toute la nourriture nécessaire pour qui correspondent aux demandes des séminaires et les entreprises qui viennent ici. Mais c'est aussi pour grandir ce produit pour les gens de alentour, pour que ça devienne vraiment une cantine pour les gens, pour venir manger, rester, etc. Et c'est toujours quelque chose de plus accessible aux gens aussi de quartier, au prix un peu démocratique, pas nécessairement un restaurant plus gastronomique comme notre restaurant, qui on veut aussi mettre en avant cette année et surtout établir notre nouveau chef, Jérémy William, qui a commencé depuis peu et qui va être, et on vous invite tous pour venir manger son nourriture et ses créations autour des végétales. Et dans la ferme, ça c'est plus vraiment un démarrage cette année dans les produits transformés et les produits ateliers workshop. Et ça c'est aussi pour avoir la possibilité pour que les gens apprennent ce qu'on fait ici, apprendre pour eux-mêmes, pour partir d'ici avec les outils et avec le savoir-faire des choses qu'on fait ici et être impliqué et partie de ce qu'on fait à Indrani. Ça, c'est nos objectifs pour cette année. Merci. Alors, je vais terminer ici par une dernière question plutôt axée sur la levée de fonds, de détailler peut-être un petit peu les besoins et l'utilisation que sont faits des fonds levés pour avoir un détail clair et une bonne conclusion. Si je n'ai rien oublié, j'ai vu que tu as passé des slides. Oui, normalement, tu devais nous demander, c'est quoi nos ambitions dans 5 ans? Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y. J'ai cru que c'était repris dans une autre question et j'ai oublié d'y revenir. Sur les fonds. Donc, les fonds, ils sont nécessaires pour achever ces ambitions. Si tout se passe bien, je ne sais pas, 1 ou 2% ou 5% de plus ou de moins sur le plan. Si tout se passe bien, le plan, il permet d'assurer la pérennité du projet dans son ensemble tel qu'on vous l'a présenté. C'est-à-dire que le budget permet de soutenir une activité rentable, qui permet d'être bien intégré dans un quartier et de continuer à faire les compromis qu'on a fait. Donc voilà, ça c'est l'ambition, je veux dire au sens très large, mais en même temps, on veut devenir reconnu pour ce qu'on fait au niveau de la gestion de la vie durable. On a dit au début, on était le laboratoire de mise en œuvre. Dans 5 ans, on devrait être l'exemple reconnu de la bonne gestion de cette mise en œuvre. Et on aimerait d'ailleurs travailler, on a depuis peu 1 ou 2 projets d'études avec la communauté européenne, justement pour quantifier, exemplifier et devenir cet exemple que l'on veut devenir. Donc là-dedans, il y a, comme on l'a expliqué, la qualité exemplaire de la gestion de la vie de quartier. Ça inclut beaucoup plus que juste faire des cours de yoga. Par exemple, on viendrait ouvrir toute notre propriété pour permettre l'extension de la biomasse. C'est un désagrément important pour la partie hôtellerie, mais ça fait partie des compromis qui feront que dans 5 ans, on voudrait être un quartier exemplaire. C'est un centre d'affaires négatif en carbone où ce serait mesuré et où on a les composants qui sont négatifs en carbone. Donc l'hôtel devrait certainement être sans carbone. Notre modèle gastronomie devrait mener à ça aussi, il devrait être durable et rentable. Et notre modèle agroécologique doit vraiment être ce que tout le monde essaye de chercher aujourd'hui, mais dont personne n'a encore mis l'équation en œuvre. C'est-à-dire quelque chose, si on impose on cherche une agronomie qui soit propre, qui soit vraiment locale, consommée localement et durablement dans son approche, il faut y intégrer un ensemble de choses de transformation et de consommation que nous faisons. Ça, ce sont nos ambitions.
Donc ces ambitions, elles se traduisent par un plan d'affaires qui grandit. Donc en 2023, on fait environ, ceci c'est hors des intercos, le plan 2024, c'est d'arriver à faire 70% de plus, et puis la croissance va se ralentir et elle va se stabiliser parce que, comme je l'ai dit, on nous a proposé, par exemple, de faire des trucs qui correspondent pas à nos valeurs, de faire des séminaires plus grands, d'avoir des salles de séminaires plus grandes. Mais ça correspondrait pas à nos valeurs parce qu'il faudrait résoudre la partie production d'énergie, la partie parking, des agréments du quartier, la partie nourriture. On devrait acheter beaucoup plus à l'extérieur et le target de 75% deviendrait plus difficile. Donc il y a tout un ensemble de choses comme ça qui fait qu'à partir de 2026, on arrivera à une maturité avec laquelle nous sommes très contents. Et d'un point de vue de l'investissement, ça veut dire que on vient d'un investissement. On arrive en 2024, si on fait notre plan, à avoir un EBITDA neutre, et puis continue à grandir de nouveau pour se stabiliser. Mais enfin, il se stabilise à un très beau niveau. Donc, pour arriver à ça, on espère lever 1 million d'euros, dont on a 2 poches qui sont assez différentes. Il y a une poche qui est du capital et une poche qui est du support opérationnel. Dans le capital, ce qui est inclus, ce qui était très important pour nous, c'est cette salle d'atelier versatile qui permettra de faire un ensemble de nouveaux produits, donc les produits de transformation en plus grande quantité, en plus grande diversité, mais également les produits de formation. Et puis, il y a certains degrés dans ce qui existe. On voudrait faire une petite salle de séminaire de taille, enfin petite, 20 personnes, donc de taille raisonnable, supplémentaire. Et dans l'aile qui est encore non transformée, on pourrait rajouter jusqu'à 3 chambres. Alors, ce qu'on a fait avec l'ITA, c'est travailler sous forme de poche de CAPEX en fonction du timing de la levée de fonds. Donc, par poche, on a des projets qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui permettent d'aller plus loin. Et si on ne lève pas toutes les poches, soit on les trouvera ailleurs, soit on a le projet qui va faire les choses de moindre importance plus tard, quand on aura le cash flow opérationnel pour le faire, qui sera autogénéré. Et alors, dans la partie opérationnelle, c'est le support de la trésorerie, de la croissance. Dans les 70% de croissance, il y a un support de trésorerie nécessaire. Dans les 70% de croissance, il y a un besoin de fonds de roulement supplémentaire qui vient de la croissance du B2B. En gros, les clients qui vont manger au restaurant, ils payent quand ils sortent. Les clients B2B, ils payent avec 60 jours ou 45 jours. Et quand on vend à l'État, on est payé après 90 jours. Donc ça, le besoin de fonds de roulement, il augmente naturellement avec cette activité. Et alors, on doit remplacer et upgrader un certain nombre de matériel d'exploitation, entre autres dans la partie restauration et jardin. Merci. Je voulais simplement revenir, tu dis par exemple, on pourrait mettre 3 chambres en plus. Est-ce qu'actuellement vous refusez beaucoup de demandes, de réservations? Est-ce que tu sais chiffrer ça ou donner un pourcentage? Oui, alors j'aime pas dire ça qu'on refuse, mais c'est le combat permanent. Donc on a 3 ans d'existence dans le format dans lequel on est et on a dû tous apprendre. Les contraintes ont été différentes. Il y a eu des moments où la contrainte était que pendant le Covid et qu'on n'avait pas encore ouvert la nouvelle cuisine, la contrainte était très clairement le nombre de gens que la gastronomie pouvait fournir. Donc on peut pas dire qu'on va faire 12 chambres alors qu'on sait fournir que 10 repas. Donc là, il y a eu une contrainte qui maintenant n'existe plus. Aujourd'hui, on va commencer donc le week-end, on est archi plein. En semaine, quand il y a des entreprises, par définition, plus on fait de résidentiel, plus on sera plein dans l'hôtellerie. Si on fait mieux que notre plan en entreprise, on fera mieux que notre plan en occupation des salles et du résidentiel. Mais on a encore de la capacité. Ce qu'on n'a pas pour le moment, et on a des clients qui viennent partiellement ici et partiellement ailleurs parce que pour certains types d'événements qu'ils aimeraient faire ici, il nous manque encore 3-4 chambres. Et alors, dans la manière d'organiser l'espace, on aimerait bien avoir également plus d'espace de repos et même d'hébergement pour notre personnel. On n'aime pas du tout que les gens rentrent tard la nuit.
On n'aime pas du tout l'idée de terminer tard et de ne pas, surtout en hiver, on le voit bien. Donc on a recruté beaucoup de gens récemment. On en a 2 qui dorment ici pour le moment, parfois 3. On est occupé à recruter encore 2-3 personnes et le besoin se fait toujours sentir. On est vraiment au milieu de nulle part dans un monde rural et voilà. On a eu des gens qui ont eu des accidents, on a quelqu'un qui a été heurté par un sanglier, on a quelqu'un qui est tombé dans un trou. Donc on veut pas ça. On veut essayer d'éviter ça et de pouvoir balancer tout ça dans notre programme. D'accord. Merci pour toutes ces explications. Il y a encore un truc peut-être que je peux dire, c'est que les brunchs sont pleins. Si vous voulez venir goûter nos brunchs, il faut venir maintenant, vraiment dans la fin du mois de février. Donc ça c'est super. Nos slow days sont tous pleins le jour de leur annonce. Donc là c'est top aussi. Ça veut dire que ce genre de produit maintenant on a atteint une vraie maturité commerciale et c'est des produits sur lesquels voilà donc là on refuse. Mais on n'a pas de capacité de grandir dans ces produits-là. Ils ont atteint leur capacité. Et qui sont de très beaux produits de découverte et d'appel d'ailleurs. Merci. Je pense. Donc je ne les ai pas encore faits, donc ce n'est absolument pas biaisé ce que je dis là, mais je pense, de mon point de vue, que c'est une bonne manière de découvrir le lieu. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à toutes les questions. Je pense que la présentation était relativement claire puisque je vois que jusqu'ici, hormis plus de détails sur l'offre d'investissement, c'est resté relativement limité. Donc Christophe avait posé des questions par rapport à l'obligation et le retour sur investissement pour l'investisseur. On est dans un produit de dette, donc c'est relativement clair. Il y a un rendement annuel qui est défini, qui est fixe, sur un terme qui est fixe. Attention j'aime bien le rappeler, attention, que les taux annoncés sont toujours bruts. Donc pour une personne physique, il y a évidemment une fiscalité qui s'applique directement, qui est le précompte mobilier. Pour une société, ça se déclare en société. Est-ce que Philippe, éventuellement, tu as un commentaire à donner sur la durée de l'obligation, qui est ici de 7 ans? Je pense qu'elle s'aligne sur, sur un besoin dans une activité opérationnelle. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose à ce sujet ou pas? C'est plutôt Vincent qui a l'expertise dans ce domaine-là, beaucoup plus que moi. Donc les 7 ans, je pense que c'est une longueur réaliste par rapport à la position actuelle de l'entreprise. Donc on est dans un centre où ni Jessica ni moi n'avons le désir d'essayer d'aller chercher le dernier carat de return et donc la dernière implémentation du dernier mètre carré rentable des 6 ou 5 hectares 80 sur lesquels on est. Donc je pense qu'une fois qu'on aura atteint cette enveloppe-là, il n'y a pas vraiment besoin de plus d'investissement. Donc dans cette enveloppe, quelle est la durée de rentabilisation d'un investissement marginal qui nous reste à faire? Et je pense que dans ces 7 ans, on a trouvé un compromis qui correspond au réalisme du marché. C'est clair que si on avait pu avoir de l'argent gratuit pour 30 ans, on l'aurait pris. Donc on n'est pas en Suisse. En Suisse, pour un bien immobilier comme ceci, on aurait des prêts sur 100 ans. En Suisse, c'est également une nouvelle qui n'apparaît pas puisqu'on ne parle pas beaucoup de la partie des rénovations des maisons. Mais le bâtiment, donc comme on est un hôtel, on n'est pas soumis au PEB. C'est-à-dire qu'on n'a pas un auditeur PEB qui vient mesurer le PEB du bâtiment, mais on nous mesure un ensemble de trucs techniques pour sortir un coefficient de performance énergétique qui est vraiment très obscur. Par contre, on a maintenant vendu 2 maisons. La deuxième a été faite le 29 décembre, si je me souviens bien, donc c'est super, vraiment très récemment. Et on a les 2 PEB des 2 maisons, on est dans les PEB des 0,1% des meilleurs logements de Wallonie. Et on a atteint ça sans subside. Donc on a un PEB à 1 watt par mètre carré d'être A+. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qu'on a fait au niveau énergétique. Voilà, donc ce sont des choix qu'on fait qui coûtent différemment d'un projet traditionnel. Les objectifs qu'on a sont différents de projets traditionnels. Quand un hôtel a un problème de chauffage, il appelle un chauffagiste. Quand nous, on a un problème de chauffage, on appelle 3 ingénieurs et un expert en intelligence artificielle. C'est pas du tout le même genre d'installation. Et donc, on a des choses à mettre au point et puis elles s'arrêtent et là, on est satisfait avec ce qu'on a et on ne désire pas nécessairement aller plus loin. Et ces 7 ans correspondaient bien à ça. D'accord.
Je vois que Mathieu a posé une question plutôt également sur l'obligation en elle-même et les horizons. Je vais la lire d'emblée. Vous parlez d'un bonus, donc par rapport au contrat d'émission obligataire, vous parlez d'un bonus au cas où Philippe et Jessica cèdent la société. Quel est son horizon de sortie? Salut Mathieu, merci pour ta question et je suis Du coup, content de Mathieu venir. est un client Là, de on s'est Indrani rencontrés le aussi. jour de l'an. Mathieu et sa famille ont eu le plaisir, je pense, de venir passer 2 jours chez nous, ou plus un peu quelques jours chez nous. Et on a discuté du projet à la cantine, justement, le lendemain matin, dans ce centre où on aimerait bien que les gens se parlent et se rencontrent. Et ça a été exactement ça. Et donc, Mathieu, mon objectif de sortie, c'est, j'ai 63 ans bientôt, c'est de sortir dans 7 ans. Ça, ce serait l'idéal. Moi, j'aimerais bien arriver au stade où c'est nous, Jessica et moi, qui faisons que le projet est pérenne. Maintenant, voilà, on est réaliste. Si j'ai un accident demain et que la société est rachetée à Jessica, eh ben, par définition, ce bonus s'enclenchera. Mais mon horizon est d'aller jusqu'au bout. Très bien. J'espère, Mathieu et le reste de l'Assemblée, que ça répond à ta question et à vos questions. Je vous ouvre la porte maintenant pour poser vos éventuelles questions restantes. Après quoi, on clôturera ce live meeting. Il est bientôt 7 heures. Sachez que si jamais vous avez raté le début ou bien si vous ratez la fin ici, un replay sera disponible évidemment en revenant simplement sur cette page, vous aurez accès à un replay. Donc c'est une levée de fonds en obligation de 10% sur 7 ans, 10% brut. La levée de fonds est actuellement encore en pré-collecte. L'objectif est de passer en collecte, c'est-à-dire en levée de fonds effective, moment où vous pourrez investir à partir de la semaine prochaine, courant de la semaine prochaine. Et alors, simplement, ce qui est bon à savoir également, si vous souhaitez être tenu en priorité au courant des informations concernant cette levée de fonds et que vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à exprimer votre intérêt pour la levée de fonds d'Indrani. Ça peut se faire par 3 manières. Soit en mettant une intention d'investir, c'est non liant, mais ça permet d'exprimer votre intention d'investir éventuellement, de demander le dossier d'investissement qui va être prêt d'ici début de semaine, et enfin disponible sur la plateforme, et ou bien de simplement liker le projet sur la page de Indrani sur l'ITA que vous retrouvez dans le chat si jamais. Voilà. Je remarque qu'il n'y a pas ici d'autres interventions ou d'autres questions. Je vous remercie tous les deux, d'abord Jessica et Philippe, d'avoir pris le temps, d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir été très clair évidemment. Le support est disponible si jamais, n'hésitez pas à le demander si vous souhaitez le reparcourir chez vous par après. Je vous remercie tous évidemment ceux qui ont été présents et ceux qui vont nous écouter également en écoutant ce replay, puisque beaucoup de personnes écoutent ce replay en n'ayant pas pu être présents. Voilà, Jessica et Philippe, je vous laisse éventuellement le mot de la fin. Et suite à Sans quoi, te dire merci. Merci. Nous, ça me semble normal qu'on prenne le temps d'expliquer. Par contre, tous les jours. c'est vraiment exceptionnel que vous preniez le temps d'écouter. Donc, on vous remercie. Non, vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de vous, de votre part, de venir. Et je pense que ça aide la planète que des gens dans la communauté LITA investissent dans notre projet. C'est très clair. Et voilà, donc on est dispo. Hein. Il n'y a pas de questions auxquelles on ne veut pas répondre au travers de l'ITA. Vous avez des questions, on répondra. On l'a fait pour la première levée de fonds. On le fera pour celle-ci aussi. Celle-ci est plus compliquée parce qu'il y a beaucoup plus de sujets qu'on pourrait développer pendant des heures. Mais voilà. J'espère qu'on vous a donné envie et l'information qu'en tout cas vous attendiez d'avoir ce soir. Oui, merci pour votre soutien. Même juste être ici, c'est bien. On apprécie beaucoup. Et merci Madeleine pour ton travail. De rien, c'est mon travail. Merci à tous, belle soirée à tout le monde et à très bientôt sur l'ITA, je l'espère. Bonne soirée. Oui, au revoir. Merci.